J'ai travaillé sur un sujet cette semaine Ouais. dont on parle beaucoup, que je ne connaissais pas, un sujet qui quand même est ancien maintenant, c'est la pénurie de médicaments dans les pharmacies. Alors j'en ai été victime moi-même, parce que maintenant, bien souvent, quand on va à la pharmacie, on vous dit ah bah, il y en a plus de ce médicament-là, quand est-ce que vous l'aurez Ils ne savent pas répondre. Il y a de plus en plus de pénurie de médicaments dans les pharmacies, et ça touche maintenant toutes les maladies. Hein. Et t'as vu que les génériques ils sont plus chers que les médicaments par contre. Mais C'est pour ça qu'ils veulent sans arrêt ces génériques. ouais. Alors, ça touche les antibiotiques, ça touche les médicaments pour traiter le cancer, le diabète, la goutte, les dépressions. La dépression, il ne faut jamais arrêter ces antidépresseurs sans consulter son médecin. Ça peut être très grave, hein, très grave. Donc voilà, on est tous confrontés à ça. On doit faire plusieurs pharmacies, 2, 3, 4, 5, pour trouver un médicament qui est en pénurie. Voilà, il ne délivre plus. Alors, bon, c'est un phénomène ancien qui ne concerne pas que la France, hein, qui concerne plus ou moins tous les pays européens. Mais la France est très touchée quand même. Hein. C'est un phénomène ancien. Donc il y a deux chiffres. Bon, avant d'expliquer les causes, parce que moi j'en ai vu 3 causes principales. Bon, je vais aborder ce sujet de manière sommaire, hein, c'est compliqué ces sujets-là. Il y a 2 chiffres qui circulent. 80% des médicaments consommés dans le monde sont fabriqués en Asie, c'est-à-dire en Chine et en Inde, avec chacun leur spécialité d'ailleurs. Ça rejoint toutes nos conversations précédentes sur le déclin de l'Occident par rapport à l'Asie et sur la désindustrialisation de l'Occident. Hein. Voilà, donc 80% des médicaments consommés dans le monde sont fabriqués en Asie. Nous, on a fabriqué beaucoup avant, mais finalement, on a tout délocalisé en Asie pour des raisons de coût, évidemment. Hein, voilà. Et puis moins de normes sociales, environnementales, voilà, ça coûte beaucoup moins cher. Voilà. Et le deuxième chiffre, c'est 40% des Français consomment au moins un médicament par jour, ce qui est mon cas d'ailleurs. Je t'ai dit quel chiffre déjà 60, voilà, c'est 60. Non, c'est 40. 40% des Français consomment minimum un médicament par jour. Voilà. Donc voilà, comment expliquer qu'il y ait des pénuries de médicaments dans les pharmacies? Alors, les causes sont multiples. Il y en a 3 principales. La première, c'est la demande de médicaments dans le monde entier. Je dirais même la surdemande de médicaments dans le monde entier. Comme on parle de tourisme et de surtourisme, il y a une surdemande de médicaments dans le monde entier. Alors pourquoi? D'abord, il faut voir que dans tous les pays occidentaux, même en Chine maintenant, la population vieillit. Et une population qui vieillit, c'est une population qui consomme de plus en plus de médicaments. Il n'y a qu'à regarder autour de nous, dans nos familles, combien de gens prennent 3, 4, 5 médicaments par jour. Moi, ma mère qui a 87 ans, elle doit bien consommer 10 médicaments par jour. Entre ces problèmes de hypertension, d'insuffisance cardiaque et maintenant de diabète, avec un protocole médical, une infirmière qui vient 2 fois par jour lui vérifier sa glycémie, éventuellement lui faire une piqûre d'insuline, maman doit bien prendre au moins 10 médicaments par jour. Donc il y a une population qui vieillit, avec une espérance de vie qui augmente, hein, et donc une population qui consomme de plus en plus de médicaments. Et aussi le fait que autrefois, il y a 20 ou 30 ans, en Chine et en Inde, c'est les pays où il y a 1,5 milliard d'habitants. En Chine et en Inde, il y a environ 1,5 milliard d'habitants. Il y a 20 ou 30 ans, on consommait peu de médicaments dans ces pays-là. Hein. C'était les médecines naturelles à l'époque. Et puis la mortalité n'était pas ce qu'elle est maintenant. Donc les Chinois, avec leur développement économique, hein, même s'il y a des poches immenses de misère en Chine, mais les Chinois, avec leur développement économique, hein, au niveau industriel, technologique, il y a une classe moyenne qui a émergé. Et avec le confort, cette classe moyenne se soigne de mieux en mieux et consomme des médicaments. Et en Inde, c'est pareil, ils en sont qu'au tout début de leur développement. Même si en Inde, là, il y a d'immenses poches de misère aussi, il y a quand même avec le développement économique qui commence en Inde, il y a de plus en plus de gens avec le confort de vie qui consomment des médicaments qu'ils ne consommaient pas il y a 20 ou 30 ans. Donc, il y a une surdemande de médicaments dans le monde entier. Voilà. La deuxième raison, c'est les laboratoires. Les laboratoires pharmaceutiques. Il y a eu des regroupements dans les laboratoires pharmaceutiques, c'est des grands trusts maintenant, hein, qui tiennent un monopole. Ces grands trusts pharmaceutiques, c'est du privé, coté en bourse, et évidemment, il faut que ça crache. Il faut que les résultats crachent. En plus, il y a des fonds de pension et des fonds d'investissement américains qui sont rentrés dans le capital de ces industries pharmaceutiques, de ces labos. Et eux, évidemment, ils demandent des résultats, de la rentabilité, des profits. Hein. Voilà.
Et puis, il faut savoir que les laboratoires, ils gagnent surtout de l'argent avec les nouveaux médicaments mis sur le marché, avec des nouvelles molécules, des produits innovants. Ils déposent un brevet et ce brevet dure soit 20 ou 25 ans. Il dure 20 ou 25 ans et pendant 20 ou 25 ans, ils ont le monopole pour fabriquer ces nouveaux médicaments avec des nouvelles molécules. Parfois pour traiter certains cancers plutôt rares. Enfin, ils gagnent énormément d'argent, les labos, avec ces nouveaux médicaments où ils ont le brevet pendant 20 ou 25 ans, ils n'ont pas de concurrence. Et au bout de 20 ou 25 ans, le brevet tombe, le médicament tombe dans le domaine public et il devient un médicament générique. Tout le monde a le droit de le fabriquer. Et les labos, ça les intéresse plus trop maintenant de fabriquer, comme on l'a vu avec l'affaire du Doliprane récemment, ça les intéresse plus trop de fabriquer des génériques parce que les marges sont très réduites. En sachant encore une fois que des fonds d'investissement et des fonds de pension américains sont rentrés dans le capital de ces labos, des industries pharmaceutiques. Donc fabriquer des génériques, ça rapporte pas grand-chose. En plus, l'Europe, évidemment, leur impose des normes et des réglementations en matière de stock, production. Donc voilà, les labos se désintéressent de plus en plus des génériques. Voilà. Et la troisième raison, il y en a sans doute d'autres, mais la troisième raison qui explique qu'on a du mal à se procurer, de plus en plus de mal à se procurer des médicaments en France, c'est tout simplement la Sécu, l'assurance maladie qui fixe le prix des médicaments qu'on achète, que les pharmacies achètent. C'est la Sécu qui fixe le prix. Le problème, la Sécu, comme il y a un trou immense, comme la France est très endettée, la Sécu fixe des prix qui sont assez bas par rapport aux autres pays européens. Donc les labos, l'industrie pharmaceutique, vend ses profits. Ils vendent en priorité aux pays qui leur proposent un bon prix pour les médicaments. Et comme la Sécu fixe un prix assez bas pour acheter les médicaments, eh ben, la France n'est pas prioritaire. Voilà. Donc voilà, ces trois raisons principales qui expliquent qu'on ait de plus en plus de mal maintenant à trouver des médicaments en pharmacie. Et oui, j'ai oublié de te dire une chose, quand je te parlais tout à l'heure de la surdemande de médicaments, tu sais, quand j'étais jeune, moi je discutais avec les anciens de ma famille, ils me racontaient qu'après-guerre, on allait rarement à l'hôpital, il fallait vraiment que ça soit grave. Après-guerre, on n'allait pas souvent voir le médecin, il fallait vraiment que ce soit grave. Donc voilà, il y a un développement avec le confort, le développement avec avec le développement économique, le confort, il y a eu une demande de soins qui s'est accrue. Voilà. Alors maintenant, les solutions, quelles sont les solutions? Parce que j'ai bien étudié le sujet toute la semaine. Les solutions, il y en a, mais c'est compliqué, il y en a deux. La Sécu qui fixe un prix plus haut, pour être plus compétitif par rapport aux autres pays, que la Sécu fixe un prix plus haut pour acheter les médicaments. Là, on se retrouve face à un problème budgétaire. Voilà, le problème budgétaire des finances de la France qui sont très dégradées. Et la deuxième possibilité, alors c'est le fameux pôle public des médicaments, c'est de faire en France un pôle public des médicaments, de faire revenir en France la fabrication des médicaments sous contrôle de l'État et que l'État fasse un pôle public de médicaments où on fabriquerait nous-mêmes les médicaments, on rapatrierait en France la fabrication de médicaments, voilà, pour pas être sous la dépendance des labos étrangers, voilà. Voilà, ça c'est la deuxième possibilité, mais c'est toujours pareil, la réindustrialisation de la France, on en parle depuis longtemps. Macron un jour avait dit que c'était la mère des réformes, il y a environ 2 ans, mais il avait dû le dire le mardi, le mercredi il a pensé autre chose, comme tout ce qu'il fait. De toute façon c'est un luciférien, il ne faut rien attendre de lui. C'est la haine, la destruction, c'est tout ce qu'il souhaite. Oui. Donc voilà. Il n'avait pas évoqué de produire des médicaments en France, je pense que c'était l'aspirine, un truc assez basique. Oui, le Doliprane, quand on va faire du Doliprane, mais bon, on voit toujours rien venir. Et puis il faut bien voir une chose, dans le monde réel, quand tu vois les prix de l'énergie en France, à cause du marché européen de l'énergie, qui va faire venir des industries en France avec le prix de l'énergie? Aux États-Unis, c'est 3 fois moins cher l'énergie. Et puis il y a le poids en France des impôts, des charges, des normes, des réglementations. Réindustrialiser la France, ce serait très souhaitable. Bien sûr, ce serait la mère des réformes d'ailleurs, comme l'a dit l'autre, mais dans la réalité, je doute que ça arrive. Même si la France a une position stratégique extraordinaire, parce qu'on est aux portes de l'Europe, et on a toutes les infrastructures du monde. Mais dans la réalité, réindustrialiser la France, refaire venir en France la fabrication de médicaments,
Ce serait très bien, mais dans la réalité, je pense que on ne le verra pas. C'est vrai que dans les faits, Sanofi a été vendu à je ne Oui, sais pas trop quel groupe. mais c'est que maintenant, c'est vrai. Voilà, donc les solutions, que la Sécu augmente ses prix pour acheter les médicaments, fixe un prix plus haut, et rapatrier en France la fabrication de médicaments avec ce fameux pôle public de médicaments, ça serait très bien sur le fond, mais en réalité, je doute que ça arrive. Et c'est vrai que si on était capable de produire pas mal de médicaments, hormis le fait des coûts d'énergie et des salaires, on pourrait peut-être éventuellement même exporter. Bah oui, mais avant on fabriquait beaucoup de médicaments en France, hein. Mais tu sais, c'est ce que je t'ai souvent parlé. Roche, c'était pas français à l'époque. Hein? Roche, c'était pas français. Roche, oui. Mais mais c'est ce que je t'ai toujours dit, Fredo. Hein. Le grand drame de la France, c'est qu'on a sacrifié l'industrie pour les services. Et l'excellent sociologue Jérôme Fourquet dit les choses un peu autrement, mais ça revient pareil. Il dit, lui, que le grand drame de la France, c'est qu'on a sacrifié la production par la consommation. Hein. C'était le mythe de la France sans usine. Hein. On avait trouvé la martingale du bonheur perpétuel. Hein. On allait pouvoir consommer éternellement des produits fabriqués à l'étranger pour pas cher. Alors ça peut durer quelques années, quelques décennies, mais dans un pays qui a sacrifié son industrie, où il n'y a pas de gaz, pas de pétrole, au bout de quelques dizaines d'années, on se trouve confronté à la réalité. Hein. C'est la fameuse phrase d'Abraham Lincoln, que je t'ai souvent citée au mois de janvier 2025 pour te dire qu'elle allait résumer cette année 2025. Elle est extraordinaire, cette phrase. Cette phrase d'Abraham Lincoln, qui, à mon avis. Tu as ta carte de erreur. Attends, je vais te la reciter. Ouais. Je ne la retiens jamais par cœur. Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps, vous pouvez tromper tout le monde un certain temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. La fameuse phrase d'Abraham Lincoln, qui est excellente. Vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Et là, voilà, on est arrivé, ça fait longtemps qu'on est arrivé, on est confronté à la réalité d'un pays désindustrialisé, hyper endetté, avec une population vieillissante, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole, voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein, à part, on roule sur la dette, sur la dépense publique et la dette en France depuis très longtemps. Ça s'est aggravé sous Macron. Alors, je vois pas trop à part changer le logiciel, avoir une politique volontariste au niveau de l'État pour réindustrialiser la France, pour encourager encourager l'effort, le travail, l'innovation, enfin une politique vraiment qui va de l'avant pour réindustrialiser la France, pour qu'on fabrique, pour qu'on produise ce qu'on a de plus en plus arrêté, voilà. Encourager l'effort, l'initiative, voilà. Il paraît que c'est la première année que l'agriculture française est déficitaire. Oui, mais on est dirigé en France et en Europe par des technocrates, même Bruno Le Maire. Tu te rends compte, Bruno Le Maire, il a donné une interview cette semaine, c'est pas des bobards ce que je te raconte. Il a donné une interview à l'usine Nouvelle. Bruno Le Maire, c'est un macroniste pur jus, 7 ans ministre des Finances, hein, quand même, 7 ans ministre des Finances. Donc, il est quand même très, très concerné par les résultats catastrophiques de la Macronie. Hein. Il a donné une interview cette semaine, parce qu'il a quitté le ministère des Finances il y a un an. Là. Il est parti enseigner l'économie en Suisse, comment couler un pays, en gros. Ouais. Voilà, et donc il n'a rien trouvé d'autre à redire. Il a mis en cause la technocratie de Bruxelles. Mais je te jure que c'est vrai. Il a mis en cause la technocratie de Bruxelles dans le déclin de l'Europe et de la France. Sur le fond, il a entièrement raison. Mais enfin, il a été 7 ans ministre des Finances. Ça a été un des macronistes les plus en vue. C'était un personnage qui ne la ramenait pas, qui était toujours derrière Macron, transparent, pince-muraille. Comment il peut dire ça maintenant? Mettre en cause la technocratie, c'est le mot qu'il utilise. Il a mis en cause la technocratie de Bruxelles dans le déclin de la France et de l'Europe. Sur le fond, il a entièrement raison. Mais c'est seulement maintenant qu'il dit ça. Oui, alors qu'il était au pouvoir il y a quelques temps. Et bien au pouvoir. Hein. On ne l'a jamais entendu se confronter à Macron ou se confronter à Bruxelles. Hein. Jamais. En tout cas, il n'avait pas peur des Russes. Hein. Il voulait mettre à genoux l'économie russe. Oui, tu as raison. Nous allons couler l'économie russe. J'ai sauvé l'économie française, il a dit. Ah ouais? Mais le pire, c'est pas ça. Il a dit en décembre 2021, la France est repartie pour les 30 glorieuses. Mais il a dit,
Il l'a dit en décembre 2021 à la télévision, la France est repartie pour les 30 glorieuses. Eh ben dis donc, quand on voit le résultat maintenant, hein, la crise, le bourbier dans lequel on est, enfin bon, c'est décourageant, c'est démotivant hein, tout ça. Moi à mon âge je vais rester là, mais je serai jeune, jeune et entreprenant, on en a souvent parlé, est-ce que je partirai pas à l'étranger? Hors Occident, hein, hors Occident, voilà, parce que c'est pas la peine de partir dans d'autres pays occidentaux. Voilà, c'est décourageant, démotivant tout ça. Mais bon, comme je te l'ai souvent dit, pour moi il y a deux grandes tendances à l'heure actuelle. C'est le déclin de l'Occident par rapport à l'Asie. Hein. Je t'ai déjà cité la dernière fois les chiffres incroyables du déficit commercial de l'Europe par rapport à la Chine, du déficit commercial immense des USA par rapport à la Chine. Et la deuxième tendance, c'est, je pense que les Américains se désintéressent de plus en plus de l'Europe. Hein. Voilà. Ça ne les intéresse plus. L'Europe, il n'y a plus de croissance, c'est une zone en déclin. Eux, les Américains sont de plus en plus obsédés par la Chine. Hein. Voilà. Ce qui les intéresse, c'est la Chine. Ouais. Voilà. Le grand rival, quoi. Ouais, grand rival, voilà, le grand rival, ouais, tout à fait. Ouais. C'est deux titans, c'est un combat de titans. Et nous, on est dessous. Quoi. Oh, nous, Nous, on a le grand glissement, je crois qu'on appelle ça. C'est là le truc, comment il avait appelé ça le grand ruissellement, non? Ah oui, c'est Macron qui avait dit ça, le grand ruissellement. Nous, on a le oui, si les riches sont riches, si les entreprises font de grands profits, ça va ruisseler sur toute l'économie. Mais Macron, lui, comme les autres, c'est un type qui n'a jamais bossé dans sa vie. Ils ne connaissent pas le privé. Tous ces hauts fonctionnaires français, européens, ils ne connaissent pas le monde de l'entreprise. Ils ne connaissent pas le monde du business. Alors Macron, on dit que c'est un banquier. Mais d'après ce que je crois savoir, il avait travaillé 3 ans à la banque Rothschild. Comment peut-on... Moi, j'ai travaillé 41 ans dans la banque. Comment peut-on, en ayant travaillé 3 ans dans une banque, dire qu'on est un banquier déjà? Et puis apparemment, il a été embauché pour son carnet d'adresse, hein, voilà, pour les relations. Quoi. Pour son carnet d'adresse, il n'a pas dû foutre grand-chose dans les 3 ans. Il n'a pas dû beaucoup traiter de contrats, de business. Voilà. Il est venu pour son carnet d'adresse. Hein. Voilà, c'est décourageant. Tout ça est décourageant. Il faut rester motivé. Mais la seule chose qui m'a un peu encouragé, c'est que lors de la manif intersyndicale du 18 septembre, il y avait beaucoup de monde et beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Ça m'a fait énormément plaisir. Les jeunes, il faut qu'ils se bougent. Hein. Sinon, ils vont se faire dépouiller. Il y a une autre manifestation intersyndicale, on m'a dit le 2 octobre. On verra s'il y a autant de monde, parce qu'il y avait beaucoup de monde le 18 septembre avec beaucoup de jeunes. On verra s'il y a autant de monde. Et les jeunes, apparemment, se mobilisent. Et on m'a dit que le 10 septembre aussi, lors de la manif du 10 septembre, il y a un gilet jaune qui m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes. Bah oui, il faut qu'ils se bougent un peu. Hein. Moi, j'ai rien contre les plaisirs, les loisirs, bien au contraire. Hein. C'est très bien les plaisirs, les loisirs. J'ai rien contre Internet, bien au contraire. J'ai rien contre les voyages, contre la télé. J'aime bien les loisirs et les plaisirs, mais ils ont intérêt à se bouger s'ils veulent défendre leurs droits. Ouais. Parce qu'on va se faire dépouiller. Ben, merci pour cette conclusion. Merci Fredo. Ben, merci. Ah, je vois Benoît.